Gamal, we will go for the discussion if you hear me. And as soon as it is, you are again connected, we will resume. Thank you. Donc, on revient aux discussions en attendant. Je crois qu'il y a deux interventions. Voilà. السلام عليكم. سي أيت حمان. أنا موجود هنا في إطار تمثيل الاتحاد الوطني للمقاولين العموميين. Donc, je me présente, M. Aït Tahman, je suis là au titre de représentant de l'UNEP. Donc, M. le Président fait ses excuses à M. le Président du CNES. يعتذر عن عدم وجوده لأسباب قاهرة. Donc, je reprends du coup la discussion. J'ai été franchement épaté par la qualité des interventions, quoique la partie juridique a pris une grande dimension, et parce que nous, les gestionnaires publics, notre gros souci, c'est justement cette relation avec le juridique. Donc j'ai eu à apprécier grandement, à titre personnel, la qualité de ces interventions. Maintenant, pour les préoccupations au niveau de l'UNEP, le gestionnaire public, depuis des années, se trouve confronté à cette dualité. Est-il gestionnaire au sens de est-ce que je rends compte ou est-ce que je suis responsable? Parce que rendre compte des moyens mis à sa disposition pour remplir ses missions et être à la hauteur des performances exigées par l'État actionnaire. Et là encore, il faut définir est-ce que c'est un État actionnaire ou un État propriétaire, parce que la différence est de taille, mais c'est toujours un actionnaire, au sens de la loi algérienne, en ce qui nous concerne. Donc de là, on revient à l'autre problème qui concerne ce qui se dit communément dépénalisation de l'acte de gestion. Nous, notre vision concorde exactement avec ce que Mme Akroun a dit. On est d'abord des citoyens algériens, chargés d'une responsabilité. On l'assume dans le cadre de tout ce qui est cadre réglementaire algérien. Maintenant, faudrait-il aller jusqu'à définir qu'est-ce qu'un acte de gestion, qu'est-ce qu'un acte délictueux ou pénal? Nous, on n'est pas dans ce domaine-là. Il appartient aux institutions concernées de faire ce qu'il y a lieu de faire dans ce domaine. Donc, le plus important pour nous, c'est que ces dernières années ont montré qu'il y a une grande avancée en termes de réflexion, parce que à la base, chez nous, comme vous avez dit, que pour être membre du conseil d'administration, il faut avoir un certain nombre de qualités. Je crois qu'aussi, on a oublié un problème de fond, c'est aussi un problème culturel. الثقافة العامة كشعب مازال ما ناش نفرقوا بين واش هو qu'est-ce qui est social et qu'est-ce qui est État dans une entreprise publique. Est-ce qu'on peut parler de biens sociaux ou de biens de l'État? Qu'est-ce que signifie le terme avec capitaux marchands de l'État? هل دخلنا في المجال الاقتصادي ولا tous ces concepts, il faut les définir pour que chacun puisse faire son travail à l'aise. Ce qui est recherché, et la réalité nous l'impose, et la crise du Covid, malheureusement, je souhaite nous impose d'être toujours en éveil et de faire très attention parce que la rapidité actuelle, au sens économique du terme, a montré qu'on a dans nos procédures beaucoup de lenteur à lever pour répondre justement à ce besoin d'être au diapason des besoins de la nation algérienne. Je vous remercie. Merci beaucoup, Jamel. Sabah khair alaikum. Moi, je pense que la situation du secteur public en Algérie est aujourd'hui assez délicate, mais en même temps, elle a en son sein un potentiel de développement. C'est pourquoi la question de la gouvernance devient urgente et sa réforme doit nous préoccuper tous.
Comme vient de le rappeler l'intervenant qui m'a précédé, il y a une confusion d'abord entre l'État propriétaire qui a des droits sur l'entreprise, des droits de propriété sur l'entreprise. Et il y a l'État actionnaire qui a des obligations vis-à-vis des entreprises. Je pense que c'est ça la question cruciale. L'État a, en tant que propriétaire, a des droits sur l'entreprise, mais en tant qu'actionnaire, il a des obligations sociales vis-à-vis de cette entreprise quand elle connaît des difficultés. De là découlent les conséquences sur le plan de la gouvernance d'aujourd'hui et qui présentent beaucoup de biais. Le premier biais, c'est celui qu'a évoqué tout à l'heure ma collègue Yacout, c'est la représentation dans les conseils d'administration de fonctionnaires représentant souvent de grandes administrations ou organismes très importants dans la hiérarchie administrative. Et quand ils sont membres d'un conseil d'administration, ils viennent avec leur casquette de représentants de ces institutions et on a l'impression qu'ils viennent pour donner des orientations au conseil d'administration. C'est un biais assez important parce qu'ils peuvent orienter le débat dans un sens plutôt que dans un autre parce qu'ils sont supposés avoir la légitimité de détenir de l'information et de donner des orientations. Les autres administrateurs vont suivre. Ça, c'est un premier biais et sur lequel, je pense, la réforme doit au moins, à défaut de le supprimer, de réduire ses pouvoirs de représentation d'une administration, d'une tutelle qui pourrait avoir un pouvoir exorbitant sur la vie de l'entreprise. A contrario, nous avons les situations qu'a évoqué le professeur Baudy tout à l'heure sur le cas français que nous avons hérité en Algérie, celui de la technocratie dans certaines grandes entreprises algériennes. Je ne dis pas que cette technocratie est mauvaise. Au contraire, il faut la renforcer, il faut la développer, il faut. Mais il se trouve qu'aujourd'hui, comme ça a été le cas en France pour EDF, pour SNCF française, où des politiques publiques ont été développées dans ces entreprises, c'est-à-dire que ce sont les entreprises qui ont influencé l'État à faire des choix technologiques ou d'investissement, alors que peut-être ils n'étaient pas justifiés, mais par le pouvoir, leur pouvoir technocratique, par l'expertise qu'ils ont, elles influencent les décisions publiques. Et parfois dans des surinvestissements, dans des choix technologiques qui engagent l'État et la nation, alors que peut-être il faut aussi nuancer ou relativiser ou contrôler ces pouvoirs technocratiques dans les grandes entreprises. On le vit aussi en Algérie et à l'étranger quand il s'agit des secteurs régulés. Le pouvoir de cette technocratie dans les entreprises vis-à-vis de l'autorité de régulation. Les autorités de régulation étant relativement jeunes, ne sont pas encore dotées de suffisamment de compétences et elles sont obligées de se soumettre ou du moins de collaborer ou de participer ou d'écouter cette technocratie qui sont dans les entreprises publiques. Donc, la gouvernance doit traiter ces questions de surdétermination d'une catégorie à partir d'un pouvoir sur les autres. La gouvernance, c'est aussi partager, c'est aussi avoir la même information pour pouvoir délibérer. Le conseil d'administration est un organe de délibération, c'est un organe délibérant et par conséquent, il faut qu'on ait l'information pour ne pas subir justement ce qu'appelait tout à l'heure le professeur Louis, l'asymétrie d'information entre administrateurs, ils sont membres d'un conseil d'administration, ils n'ont pas le même niveau d'information, et entre organes ou entre institutions, l'entreprise, l'État, éventuellement l'autorité de régulation. Donc, de mon point de vue, la réforme du secteur public marchand doit aussi intégrer cette réforme de la gouvernance et pour traiter cette question des pouvoirs dans les organes et à partir de là, lutter contre les pouvoirs discrétionnaires. Il n'y a pas plus grave pour une gouvernance que lorsqu'il y a des pouvoirs discrétionnaires qui ne sont soumis à aucun contrôle, mais qui profitent d'une incertitude quelconque, et que certains maîtrisent mieux cette incertitude que les autres, et ils imposent des décisions, alors que peut-être ces décisions ne sont pas
de l'intérêt général puisqu'il s'agit des entreprises publiques. Je vous remercie. Merci de m'avoir redonné la parole pour apporter également ma contribution, mais peut-être d'une manière un peu microéconomique. Tout d'abord, je pense que ce qu'il faut préciser aujourd'hui, c'est que les entreprises publiques algériennes, puisqu'il s'agit aussi du thème d'aujourd'hui, occupent une place centrale. Aujourd'hui, nous avons 33 grands groupes étatiques ou publics qui totalisent plus de 520 entreprises économiques qu'on appelle les EPE. C'est important, c'est énorme en matière de contribution. Ces entreprises ont connu de grands jours. Ils ont connu des fortunes pour certaines. Et qui peuvent jouer, ils doivent jouer, à mon sens, un rôle central important dans cette relance économique qui accompagne cette crise. Bien entendu, il y a des préalables à réunir. Je noterai peut-être tout à l'heure, vous avez parlé de revitalisation au lieu de mise à niveau. Je suis tout à fait d'accord sur le terme à utiliser. Pour certains, on pourrait même parler de plan de sauvetage. Mais aujourd'hui, la question est de segmenter aussi. Parce que quand on examine la question, on a l'impression qu'on est en train de traiter toutes les EPE de la même manière. Or, on dit, et j'aime beaucoup ce proverbe canadien qui dit traitement égal égale satisfaction inégale. On ne peut pas avoir une recette standard pour. Il faut segmenter. Il y a des entreprises qui sont très performantes, d'autres un peu moins, d'autres dans une situation peut-être, je dirais, chaotique, auquel il faudrait que des décisions donc soient prises en conséquence. Donc, pour revenir un peu à la gouvernance, il appartient également donc aujourd'hui à l'État, actionnaire unique, à travers un contrôle indirect de ces sociétés, de contribuer à la création d'un écosystème clair. Un écosystème clair, favorable, facilitateur d'émergence et en direction bien sûr des entreprises publiques, mais aussi qui doit être dans leur gestion quotidienne partie prenante. C'est une réalité, on ne peut pas dissocier aussi l'État de la gestion quotidienne de ces entreprises. Pour revenir un peu au rôle des conseils d'administration, peut-être ça pourrait, ma contribution pourrait aider aussi peut-être, en toute modestie, aux recommandations qui pourraient émaner de cette formidable rencontre, que peut-être le rôle axial qu'ils doivent jouer en termes d'amélioration. Donc j'en ferai pas de toute façon pour vous faire un peu l'économie du temps et laisser peut-être les débats à d'autres personnes, pour justement peut-être au rapporteur qui pourrait peut-être donc j'ai pris le soin de préparer peut-être une petite communication un peu détaillée, mais je préfère rester sur les aspects les plus importants. Et nous sommes tous d'accord à l'unanimité sur le choix des profils, sur le caractère pluridisciplinaire des administrateurs, et puis qui endossent à la fois aussi une lourde responsabilité et qui sont aussi censés protéger les intérêts, mais aussi les biens des entreprises dans lesquelles ils siègent. Aussi, le contrôle, on n'en a pas parlé beaucoup. Il faut que ces derniers disposent des tableaux de bord nécessaires, des KPI nécessaires pour pouvoir évaluer les indicateurs de performance, challenger, disposer aussi de la capacité de challenger les managers. Un administrateur doit aussi disposer de cette habilitation, de cette habilité, et puis prendre des décisions adéquates. J'ai noté aussi que la bonne gouvernance aussi des entreprises doit passer par des orientations stratégiques d'abord. On a tendance à voir le côté opérationnel, qui est important. Une stratégie doit être déployée par des plans opérationnels de déploiement, mais il faut disposer d'abord d'une stratégie. Et le rôle des administrateurs est justement d'accompagner les entreprises dans l'élaboration de leurs plans stratégiques. Ça, c'est très important, bien entendu, avec ce qu'ils ont comme objectif, rationalisation des dépenses, reconcentration, et trouver, et je termine, les mécanismes de financement pour décharger le trésor public. On n'en parle pas. Le rôle aussi, c'est de trouver et d'accompagner l'entreprise dans la quête ou dans la recherche des solutions de financement des investissements.
C'est très important. Et décharger. Et je terminerai par le partenariat public-privé. Je pense que ça a été discuté aujourd'hui. C'est vrai, la relance économique se fera par les entreprises économiques. Elle se fera également par les entreprises privées, mais elle se fera également par les alliances entre les deux. Merci. Merci beaucoup. On aura l'occasion de revenir sur tous ces points-là. Je pense que vous avez raison, vous avez soulevé des points importants. Ashraf, the floor is yours again. I hope that it will go now. It will go without any problem. Thank you. I will try to be very brief now and focus on the key, like maybe 4 or 5 points where I thought our brothers in Algeria can pay attention to, so that they don't make the same mistakes that many countries have made around the globe. Now, the first issue that you have to look at and to think about is loyalty and fiduciary as well. Now, in one of the OECD recommendations or writings, they say that the SOE boards have to be charged with the duty to act in the interest of both the state and the companies. And that's one of the problems that you will face, because this is dual loyalty. So in companies, we say directors have to do the best for the company. But when you are a director in a state-owned company, then you have to do the best for the company, and then you have to do the best for the country as well. And these are not always, in fact, the same. So sometimes you do have issues there. So what will happen is, in making some of the strategic discussions and decisions, such as major projects and investments, if you are a board member in a private company, you apply the economic standards and you will say yes or no. But when you are in a state-owned company, you have the interest of the state as well. And that's where sometimes you see conflicting decisions happening and lots of issues that come, because if somebody says to you it's the interest of Algeria or national interest for the country, you feel that you cannot really go against that. The second thing which I'd like to draw your attention is the idea of independence. So the process of selecting or appointing boards of directors and the idea of independence there. In many cases, the state-owned enterprises boards are in fact appointed either by the state directly, or by a minister, or by a body controlled by the state. And that's why you find in many cases most of the board members in state-owned companies are themselves public employees. Okay, and if they are not, then they are very closely connected to the government or to the state in that respect. Now, what is the problem of this? There is no independence. So I remember one of the boards we did with one of the companies in the biggest companies actually in the GCC. The head of the board was very close to the ruler of the country, and some of the board members were ministers as well. So you can't really expect these people to be independent in their mentality, and they have to follow directions there. Now, one of the things which one of the delegates talked about before, which is when you have workers on the boards of directors. Now, when you have employees on the boards, this becomes very political and very problematic. I mean, I've seen lots of problems in boards of state-owned companies because of employee representation, and they are like unionists more than really proper board members. Now, of course, one of the key elements is the free market mechanism. Now, we have seen a lot in different countries that SOEs can, in a major way, can damage market functioning in different ways. Now, sometimes we see that SOEs have preferential treatment from the banks, whether this is an official or informal, because banks feel it's more safe to give money to the state-owned companies. They are guaranteed by the state. So this creates crowding out from the private sector. So while you are trying to build the economy, you are in fact destroying the private sector by engaging in economic activities there. In many cases, we have seen state-owned companies which cannot go bankrupt. So they are immune against bankruptcy, for example.
which means in this case that they can afford certain procedures and policies and pricing which the private sector cannot afford. Okay. Again, in many cases, we have seen state-owned companies that they are preferred suppliers for the government. So if the government is willing to get supplies, or the army would like to get supplies, they go for state-owned companies. So all these things, what will happen is, if you are the board of directors of a company, how can one of your responsibilities is, as we talked about fairness before, how can you be fair? How can you make sure that you are not damaging the private sector? How can you make sure that you are doing the best interest of the consumers and not just for the company itself? So in this case, you might find yourself as a board member engaging in decisions which in the short term might be okay because you achieve the best for the government, but in the long term, you are in fact creating damage for the economy in this case. Now, the fourth thing, which is on the goals of companies and the supervision and accountability. Now, as you all know, and you mentioned this, state-owned companies, they do have different objectives. Some of them are economic, some of them are political, some of them are social and financial, and so on. Now, by default, most of these objectives are conflicting. They are not going hand in hand. And this will raise also the issue of the KPIs, which was mentioned before. How you assess the performance of the company. Now, how you assess the performance of the board of directors in this case. Now, when you have the regulators or you have the audit agency, they usually focus on the financials and the procedures. But you have other things that they do as well. How to compensate it for that? So this is really a very important thing. Now, also one of the points which were mentioned before, it is key positions and top management. Now, do you have the choice as a board to dismiss the CEO of the company and top management? In many cases, you cannot. So while in fact you are responsible for the company and its performance, its management, you have some sort of tied hands in dealing with the management. You cannot do whatever you want to do. You have lots of issues you have to consider there. Now, I give you just 3 examples of dysfunctional boards we have seen in state-owned companies a lot actually in the region. The first one is the shareholder board. That's where you see shareholders are on the board. I've seen this in cases where state-owned companies or big investment funds come to establish a company. So you see the big shareholder, he is the chairman, and other small shareholders, either they are very small or they appoint representatives. In this case, this board cannot function because it acts like an AGM, a general assembly, not actually as a board of directors. The second one, which is very common in state-owned companies, is the trophy board. A lot of the directors there are there as reward for something else. Some of them are ex-ministers, some of them are ex-army people or police people, some of them even are seniors in companies, but as a type of compensation, they are placed on SOE board. So the government puts them there to give them more extra money. So in this case, they don't really, they are not really qualified, but they are there because of something else. And of course, we have seen the yes man or the rubber stamping board, as I explained in one of the companies we have seen before. Now, if the chairman of the board is very close to the ruler of the country, and then some of the board members are ministers and key officials, they cannot really say no to him because they understand that he can really affect their jobs in different places. So the last 2 slides I will talk about today, the first one is recommendations. I love the OECD recommendation of the rationale for ownership. You have to ask yourself, now we own, as somebody mentioned now, over 500 companies in Algeria. You have to ask yourself, for every single company, why do we have to own this company? Why does the state have to own that specific company? Now, why can't we do regulation and do privatization and allow the private sector to function there? It is globally confirmed that the private sector is much more dynamic. They are more focused, and they can manage companies better. So I need to ask myself, number one, why do I have to own this company? And number two, if I have to own the company, I have to make sure that there is no exception to the company. It is not just like a private sector company. There is no preferential treatment for this company.
whether in financing, in supplying, in whatever, it has to follow the same sort of rules, and there has to be competition in the market. Otherwise, we are stealing the private sector, even in good faith, if you like, in some cases. Okay. Now, the third one, which is again recommendation by the OECD, that's really, really important, which is you should not use the SOE for non-economic objective. Now, that's two ideas sometimes. For example, in the case of Algeria, the government might say, we need to create jobs in certain area for developing it. Now, if you do this, I have to calculate what is the cost of doing that. And the government has to take the cost, not the company. In some cases, we have seen the company is the one paying for all this. It's not supposed to be the company, it's supposed to be the government. And we have to understand how it's costing us. This is really quite important. And for all this, what we need to do is we have to establish some sort of auditing mechanism to make sure that these companies are not abusing the position in which they are. Sometimes they are monopolies, they are very powerful companies. How can we make sure that we are putting the right people on the boards of directors of these companies? This is quite important. If I can give a recommendation, I would say do not put any public officials or public employees on these boards. Make it really independent and strong board of directors. Now, the final slide I'll make today, number one is government should focus on regulation and enforcement and discipline and creating the right environment. And they allow the private sector to grow and compete and be healthy. So we should try to avoid competing with the private sector, but allowing the private sector to achieve objectives there. In exceptional cases, it has to be for a limited time. So if I have to own a company, I say I will own it for 3 years, or 2 years, or 5 years, and then khalas, I have to move it to the private sector. I cannot continue owning, because what will happen is eventually the performance will go down. It will create lots of problems for you. It's not really a good idea. Now, the final thing is the state-owned boards and directors are full of conflicts automatically because of all what I mentioned and you mentioned in your previous discussions. They are full of conflict. So at least let's make sure that we're putting the right people on the board. Now, some countries like India, for example, they created a system by which there is an agency which inspects people and recommends them on public board. Now, when I talk to people on the ground, they say it's not working. It's not really working well. So you have to think of what is the best way to make sure I am putting independent, qualified people on the board, and I can hold them accountable for whatever that they are doing. So now, so please, before trying to expand the public sector, please make sure that you are putting the right systems in place to make sure that we are not destroying the economy today. Thank you so much. I'm very happy to answer any questions or any comments from you. Thank you, everyone. Shukran, Ashraf. Thank you very much for your presentation. I would say some of them controversial recommendations that you are making. I'm sure that it will raise a number of issues and we will be discussing it. Est-ce qu'il y a des observations, des commentaires, des points de vue additionnels dans la salle? Je sais que ça a été une matinée relativement longue. Bismillahirrahmanirrahim, c'est Madame Boukafa Mahjouba, membre du Conseil national de la CIPA, qui est la Confédération des industriels et producteurs algériens. Nous sommes le privé, nous sommes une réalité, nous sommes les frères du public. Le public et le privé, main dans la main, pour un but bien tracé et orienté vers le président de la République, c'est vers une économie rationnelle et rentable. La dernière intervention qui a touché un petit peu le privé qui est jugé toujours rentable. En privé, nous employons le nombre le plus important des travailleurs et nous avons toujours des bilans positifs, qui est le contraire par rapport aux entreprises publiques, mais ça ne remet pas en cause la compétence et la compétitivité des entreprises publiques.
Nous sommes pragmatiques. Nous voyons juste que après le départ à la retraite des gestionnaires des entreprises publiques, soit ils s'installent en privé, soit ils sont absorbés par le privé, et on voit des merveilles dans la gestion et la compétence et la rentabilité. Ça veut dire, ça confirme que le gestionnaire public n'est pas incompétent. Au contraire, il est momifié par les textes de loi qui limitent ces initiatives en but de rentabiliser les choses. La deuxième des choses, il faut remettre en cause maintenant l'État qui doit jouer toujours le rôle de pompier, sauvetage pour l'entreprise publique. Ils sont redevables de rendre leur bilan positif, au même pied d'égalité que le privé. Et pourtant, le privé souffre par rapport à un point et deux mesures. Les textes de loi, la Constitution met au même pied d'égalité le public et le privé. C'est des frères germains. Mais malheureusement, dans la passation des marchés publics, nous privilégions toujours le public en termes de réalisation et le secteur dont je préside la fédération qui est le BTPH. Généralement, c'est le gris à gris simple pour les entreprises publiques et une concurrence atroce pour les privés. Madame, on reste dans le corps du sujet, s'il vous plaît. Très bien, je synthétise. Je confirme encore une fois que le public et le privé doivent avoir une vision plus fraternelle, au même pied d'égalité pour une économie saine et création de richesses et emplois. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres... Salam alaikum, Mourad Louadah, président de la Commission nationale des énergies renouvelables au niveau de la CGEA, et représentant de la CGEA ici. Vous savez, monsieur Bonan, j'ai assisté à un séminaire, un hommage à Mohamed Boukhbza. Et vous avez prononcé quelque chose d'extraordinaire à l'époque, puisque vous étiez dans la planification. Vous avez dit qu'à l'époque, il fallait ramener le public vers le privé pour avoir une réflexion et mentalité de managerial top management. On a fait le contraire, on a ramené le privé vers le public pour avoir cette notion gaspillage, etc. Mais c'est pas le sujet. Maintenant, le problème qui se pose, c'est que depuis la loi du 12/11/1988, les choses ont changé complètement au niveau des entreprises socialistes. Au lieu il fallait c'est là où on a raté le virage. Si on avait fait un marché, on a créé un marché marchand, etc. Puisque notre ministre Ben Mihoub, il a parlé des devoirs et des obligations. Si on prend aujourd'hui le modèle, comment il s'appelle, ils ont fait trois sujets, trois modèles. Ils ont fait le service, le marché service, marché service public et l'industrie. Ils ont séparé et là ils ont réussi très très bien. La Norvège. Aujourd'hui, on a commencé en même temps en 99 à avoir un fonds souveraineté. Ils sont à 1000 et quelques milliards de dollars. Et ils ont privatisé presque toutes les entreprises publiques qui existaient. Ils ont laissé uniquement quelques entreprises du secteur service public, et même là, ils sont uniquement à 60%. Donc, il faut maintenant avoir une stratégie claire de gouvernance. Pourquoi? Parce que si on parle de gouvernance, c'est très important. On a parlé d'hommes, Madame Akroun a parlé de personnes et surtout de l'éthique. Donc, si on veut aller au-delà des problèmes qu'on a aujourd'hui, il faut libéraliser. Il faut savoir déjà avoir les acteurs économiques. Il faut oublier que les entreprises publiques servent uniquement au service public. Pourquoi? Parce que ils sont là et on voit pas le bas du bilan. Ils sont, oui, c'est des recommandations, non?
On est en train de, il faut être plus synthétique et rester, s'il vous plaît, dans le corps de notre discussion qui concerne D'accord. les conseils d'administration. Il y a pas de problème. Donc, il faut avoir, en première des choses, il faut demander au top management. Et il faut toutes les subventions qu'on est en train de donner, il faut les laisser de côté, donner l'autonomie à l'entreprise publique à 100% pour pouvoir lui demander le top management et avoir une rentabilité pour que le Trésor sert à aider la valeur ajoutée et non la consommation. Merci. Merci. Je crois qu'il y a une dame, quelqu'un qui a... Ah, voilà. Oui, c'est ça, j'ai entendu une dame demander la parole. Je voulais intervenir C'est de concernant... l'abus de sexe, madame, vous avez déjà pris la parole tout à l'heure, mais c'est pas grave. Là, vous savez, je ne savais pas qu'on avait un nombre défini et arrêté d'intervention. Non, non, allez-y, allez-y, allez-y. C'est ce que j'avais un peu suspecté, parce que je me suis dit, j'ai levé la main plusieurs fois et vous avez fait mine de ne pas voir. Donc, je suis descendue. Je vous ai pas vu. Allez. Donc, concernant l'intervention du monsieur tout à l'heure, concernant les autorités de régulation, il faut savoir que les autorités de régulation, quand elles ont été faites au départ, aux États-Unis, je dis, le chantre du capitalisme, c'était pour freiner la frénésie des sociétés privées, notamment la société de chemin de fer à l'époque, et des sociétés des multinationales. L'imbroglio des multinationales est énorme et il est toujours énorme jusqu'à présent. Donc, les autorités de régulation ne sont pas là pour justement réguler l'État. C'est l'État qui les fait pour réguler autre chose. Si on pense que l'autorité de régulation doit, elle, réguler la gestion de l'État parce qu'il intervient. Non, au départ, la création de l'autorité de régulation, c'était justement pour protéger l'État des sociétés privées. Ça, c'est entre parenthèses. Maintenant, là, absolument, l'autorité de régulation aux États-Unis, c'est comme ça qu'elle est venue au départ. Et quand on parle de l'interventionnisme étatique, la gestion ne peut pas être une pour toutes les, je dirais, pour toutes les conditions. Il y a la gestion en temps de crise et il y a la gestion en temps de stabilité où l'État ne doit pas intervenir, il ne doit pas être parrainé, je dirais, mais en temps de crise, c'est autre chose. On ne peut pas enlever pas la mainmise, mais un peu la surveillance de l'État sur les sociétés publiques, qu'elles soient publiques ou bien partenariat privé-public. Parce que là, il y va un peu de la sécurité de l'économie nationale. Nous connaissons très très bien l'interventionnisme et le protectionnisme de grands pays capitalistes. Là, il ne s'agit pas de freiner ou de faire entrave à la gestion. La bonne gouvernance d'une société étatique ou même privée ne doit absolument pas mettre en danger l'économie nationale. Je vous donner la vision a priori, je vous donne la vision a posteriori, parce que après toutes ces théories et leur application, lorsqu'il y a les problèmes, c'est en justice que ça aboutit. Madame, donc, excusez-moi, voilà. Excusez-moi de vous interrompre. Est-ce qu'il y a des questions précises? Non, ce ne sont Alors, pas s'il des vous plaît, questions. on reprendra, si vous voulez, à la fin, l'ensemble de ces éléments. Merci. Merci à vous. Est-ce qu'il y a des observations, des questions précises vis-à-vis de nos hôtes qui ont bien voulu intervenir? Oui, je vois une main se lever. Salam alaikum, c'est M. Khafash, consultant en management des entreprises et administrateur au sein d'un groupe industriel public. Le thème de cette rencontre concerne donc la gouvernance des sociétés publiques. Bon, ici, dans la salle, il y a des partenaires privés aussi. Donc, on va parler de gouvernance de sociétés ou d'entreprises carrément algériennes. Moi,
personnellement, donc en étant administrateur, il y a beaucoup de travail à faire au niveau de nos entreprises. Il y a énormément de réflexes et de culture de gouvernance qu'on doit incarcérer au niveau de nos entreprises. Ce que je suggère, c'est d'essayer peut-être d'organiser, j'adresse la parole soit à nos représentants du CNES ou d'autres organisations ici présentes, d'organiser une rencontre un peu plus élargie, le genre d'assises sur la gouvernance des entreprises algériennes, que ce soit public ou privé, et notamment là où il y a des conseils d'administration, on a des administrateurs, que ce soit dans le secteur public ou dans le secteur privé, et je vous remercie. Merci beaucoup. Je crois que je ne vois pas d'autres. Merci. S'il y a une dame. S'il vous plaît. La dame est là. Bonjour, je me présente, je suis Madame Quadri Lila, PDG du groupe JPEC. Moi, je voulais revenir à la dépénalisation de l'acte de gestion, mais je préférerais pas utiliser ce terme dépénalisation de l'acte de gestion. Je parlerai surtout de la dépénalisation de la faute de gestion. Si on dit acte de gestion, il y a déjà l'intention volontaire de commettre un acte non réglementaire, soit le vol ou la corruption et tout. Mais si on dit faute de gestion, donc on est des PDG, on est des gestionnaires d'une entreprise commerciale. Gérer, il faut prendre un risque. Si on peut pas prendre un risque, donc celui qui gère, il peut commettre des erreurs, une faute professionnelle. Donc on parle surtout de la dépénalisation de la faute de gestion. Il y a aussi la confusion entre l'application du code de commerce et la réglementation du marché public, parce une entreprise publique, donc c'est l'entreprise commerciale. Donc, on applique le code de commerce, mais généralement, il n'est pas appliqué en totalité, parce qu'il y a la loi 0601 de la corruption, elle définit l'entreprise publique comme un agent public. Donc, on se représente devant un juge ou tout, il nous demande si vous avez appliqué la réglementation de marché public. Par exemple, au niveau du conseil d'administration, je vous donne un exemple. Donc, il y a le code de commerce, par exemple, pour une entreprise qui est en cessation de paiement. Donc, le code de commerce, il est clair. Donc, il faut elle soit liquidée, cette entreprise. Il y a l'article du code de commerce, la liquidation, l'entreprise. Mais on peut pas prendre cette résolution au niveau du conseil parce qu'il y a des enjeux politiques ou pour la région, dans une entreprise. J'ai ce cas au niveau de notre groupe. Donc, je vous remercie. Merci, madame. Je crois qu'il y a et ce sera la dernière intervention. Bonjour. Merci. Donc, Sabeha Naïd Qassi de Sonatrach. Moi, j'ai une question précise qui concerne en fait les administrateurs. On en a longuement parlé ce matin, notamment concernant l'importance de leur rôle, leur responsabilité. On a insisté sur le fait qu'il faille donc procéder à la diversification des profils, leur indépendance, etc. Donc, ma question est la suivante. Quels seraient les avantages et les inconvénients liés à la professionnalisation du métier d'administrateur? Je vous remercie. Oui. Je voudrais retourner cette question à Acharaf s'il est toujours en ligne. Non, je crois qu'il est parti. Non, on va en discuter. Je vous dirai comment je la vois. Il y a des solutions. Oui, dernier intervenant. Merci, Monsieur Bonnard. Bonjour tout le monde. Mohamed Abdallah, conseiller juridique à Sonelgas.
Moi, je voulais revenir sur plusieurs points qui ont été évoqués. Alors, brièvement, s'il vous plaît. Très brièvement. Alors, parmi les points, c'est d'abord la position du premier responsable de l'entreprise publique. En fait, il est nommé par décret présidentiel. Et on le confond comme étant avoir été choisi parmi un panel d'administrateurs. Or, le décret présidentiel confère une certaine qualification à la position qu'occupera le cadre dirigeant de cette entreprise publique dès lors qu'il est mandaté par le premier magistrat du pays. Et pourtant, il siégerait au conseil d'administration comme ses pairs. Il est comptable de ses actes et des fois même il est poursuivi pour des considérations d'appréciation de ses actes, de ses décisions. Voyez-vous, à Sonelgaz, le premier responsable, le président directeur général de Sonelgaz, s'il ne prend pas certaines décisions, il pourrait être poursuivi pour ne pas les avoir prises. Et des fois, s'il les prend, il pourrait être poursuivi pour les avoir prises. Donc le dilemme, il est là. Parce qu'il doit assurer quoi? Il doit assurer une mission de service public. Donc il doit alimenter tout le pays, il doit garantir l'alimentation de tout le pays en électricité et en gaz, là où le réseau est déjà intervenu. Donc le dilemme, il est là. Ensuite, nous avons cette problématique. S'il vous plaît, très brièvement, parce qu'on doit passer la parole aux intervenants. Le conseil d'administration tel qu'il est constitué ne doit discuter que des points inscrits à l'ordre du jour. On prend pour exemple un ordre du jour qui est arrêté à 6 points. Il suffit qu'un administrateur puisse demander d'évoquer un nouveau point à l'ordre du jour, on se limiterait aux 6 points, on évitera le 7e. Autre point, le code de commerce ne fait pas cette distinction, le code de commerce algérien ne fait pas cette distinction entre l'ASPA public ou l'ASPA privé. Et pourtant, l'ASPA public est, si vous voulez, on lui impose un certain nombre de considérations et de règles. Et contrairement à l'ASPA privée, laquelle n'est pas soumise aux mêmes règles strictes qui lui sont, auxquelles elle n'est pas comptable. Voilà. Donc cette différence, je veux bien qu'on fasse le parallèle entre le public et le privé, mais encore faut-il avoir la volonté d'aller justement vers un traitement équitable. Merci. Merci beaucoup. Je crois qu'on aura l'occasion de revenir sur tous ces points. Si vous permettez, je voudrais revenir vers les intervenants. Heinz, je crois qu'il est parti. Is he around, Heinz, or he has left? Je pense qu'il est parti. Bobby, est-ce que vous avez quelques commentaires? Je veux bien. Thank you very much. Je veux bien très brièvement la discussion. I would like riche et nourrie. Very briefly intervene. The discussion was very rich. C'est deux choses. D'abord, les entreprises publiques, nous en avons besoin pour assurer l'équilibre, la cohésion, la solidarité de nos sociétés. Et donc, ce n'est pas un archaïsme, ce n'est pas des exceptions, nous en avons besoin. À condition, deuxième élément, qu'elles correspondent à leurs objectifs de cohésion, de solidarité dont je viens de parler, et que cela ne devienne pas des bureaucraties qui prennent le pas sur la vie de la société, sur la vie économique et sociale. Le marché n'a pas réponse à tout. Il faut qu'il soit complété, régulé, et les entreprises publiques ont un rôle, pas tous les rôles, un rôle à jouer dans cet esprit-là pour assurer la cohésion et l'équilibre. Voilà, je n'en dis pas plus, mais ça me semble important d'avoir un équilibre de nos visions, de nos démarches, et pas simplement d'avoir des visions unilatérales. Merci. Merci beaucoup. De toutes les façons, ce sont des points fondamentaux. La non-discrimination entre les deux partenaires et la complémentarité entre les opérateurs est l'élément clé de la réussite et de la croissance économique. On le voit partout dans le monde, là où ça marche ou là où ça ne marche pas.
Ashraf. Je crois qu'il est, je le vois plus, je crois je crois qu'il est parti. Il est parti. Bon, je crois qu'on arrive à la fin de la première partie de la première session. Je voudrais pas faire de résumé, on aura l'occasion de revenir dans les débats. Je voudrais simplement que l'on fasse attention et qu'on se concentre sur notre objet qui est le fonctionnement des conseils d'administration. Je sais que le sujet est vaste. C'est la première fois qu'on en traite, je crois, de manière aussi ouverte, et ça appelle probablement des discussions sur d'autres aspects que vous avez effleurés les uns et les autres parce qu'ils vous concernent directement, mais qu'on ne peut pas traiter. Par exemple, la question du profil des administrateurs. Moi, je vais vous donner l'exemple du Kenya, par exemple, ou un certain nombre d'autres pays, où les administrateurs dans les entreprises publiques ne sont pas choisis et nommés, ils font l'objet d'une compétition ouverte. Il y a un bidding process qui permet de sélectionner ceux qui vont être là-dedans sur la base de critères précis. Il y a un autre point qui est important, c'est que les performances des entreprises, je parle sous le contrôle du PDG de Sonelgaz, se font sur la base de KPIs, qui sont backed par des IRM, des indicateurs de risque qui doivent être gérés. Malheureusement, le volet risque n'est même pas géré par nos banques. Alors, merci beaucoup. Et je voudrais en profiter pour saluer mon ami Bachir, avec lequel j'étais en train de parler il y a quelques jours. Bachir, tu vas prendre la suite après la pause. Merci beaucoup, à tout à l'heure.